Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à la collecte des contributions supplémentaires à l'apprentissage et au solde de la taxe d'apprentissage. Je suis Mélodie Cadiou, donc c'est moi qui vais vous faire cette présentation. Je serai accompagnée de Christelle qui répondra à vos questions dans le fil. Pour rappel, les questions qui appellent à des réponses publiques seront uniquement publiées dans le chat. Nous ne traiterons pas les demandes individuelles. Donc, dans l'éventualité où nous ne pourrions pas répondre à toutes vos questions, sachez que nous mettrons à votre disposition une foire aux questions qui vous sera adressée à la fin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous informe que ce webinaire est enregistré. Le replay sera accessible via le lien de connexion qui vous a été adressé, avec le support de présentation ainsi qu'une enquête de satisfaction. Donc, vous le recevrez d'ici une dizaine de jours. Donc, nous allons commencer. Donc, dans un premier temps, nous allons revoir la collecte de la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Donc, pour faire un petit rappel, les URSSAF ont commencé à collecter les contributions supplémentaires à l'apprentissage ainsi que le solde de la taxe d'apprentissage depuis l'année dernière. Donc, la première collecte était au titre de l'année 2022, exigible sur l'année 2023. Donc, pour cette année, nous sommes sur une collecte également annuelle pour l'année 2023. Donc, dans un premier temps, on va voir l'assujettissement à la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Alors, la contribution supplémentaire à l'apprentissage, donc dite CSA, donc c'est une contribution qui est incitative à l'emploi d'alternants dans les grandes entreprises. Donc, les sociétés qui sont assujetties à cette contribution, ce sont celles qui sont redevables de la taxe d'apprentissage et dont l'effectif annuel moyen est d'au moins 250 salariés. Donc, cette contribution, elle est uniquement dédiée aux grandes entreprises. Elle est également due pour les sociétés qui ont employé au cours de l'année précédente dans leur effectif moins de 5% de contrats CEFIP. Donc, ce sont les contrats qui favorisent l'insertion professionnelle. Donc, on va être sur tout ce qui est contrat de professionnalisation, d'apprentissage, et pour lesquels les salariés, enfin les apprentis, ont été embauchés à la fin du contrat, ainsi que les personnes qui bénéficient d'une convention CIFRE. Donc, c'est la Convention industrielle de formation par la recherche. Alors, pour la contribution supplémentaire à l'apprentissage, au niveau du choix du taux et du calcul de l'assiette. Alors, donc cette contribution, donc elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage. Donc, on est sur la même assiette que pour la part principale de la taxe d'apprentissage. Donc, ça ne change pas. Pour les entreprises de travail temporaire, donc on a une particularité, c'est-à-dire que la contribution, elle est uniquement assise sur les rémunérations versées aux salariés permanents. C'est-à-dire que les salaires versés aux salariés intérimaires ou mis à disposition ne rentrent pas en compte dans le calcul de l'assiette. En revanche, pour les entreprises qui cessent leur activité en cours d'année, c'est-à-dire par exemple au 31 janvier 2024, elles ne sont pas redevables de la CSA pour l'année de cessation d'activité. C'est-à-dire que normalement, au titre de l'année 2024, elles seront redevables de la CSA en périodicité annuelle, donc en 2025. Mais comme on n'est pas sur une période annuelle entière, la CSA n'est pas due. Alors, on a une exonération qui est liée à la progression de l'EMA des salariés alternants, donc des contrats d'apprentissage, de professionnalisation et de CIFRE. Donc, pour les entreprises
dont le ratio d'alternants est supérieur ou égal à 3% et inférieur à 5%, elles peuvent être exonérées de la CSA au titre de l'année considérée si l'entreprise elle justifie d'une progression de 10% de l'effectif moyen annuel des salariés sous contrat d'apprentissage, de professionnalisation et de CIFRE. Donc, le respect de cette condition, elle s'apprécie en prenant en compte l'EMA des salariés sous contrat d'apprentissage, de professionnalisation et de CIFRE. Et la comparaison, elle s'effectue entre 2 années civiles. Donc là, on est en comparaison sur 2022-2023. Alors, au niveau du choix du taux, donc on le verra juste après, les effectifs ont été communiqués par les URSSAF. Donc en fait, on est sur une contribution incitative à l'emploi d'alternants. Donc ça veut dire que plus une entreprise va employer de contrats en alternance, et moins elle va verser de contributions, moins le taux sera élevé. Donc au niveau des taux, les taux sont faits en fonction de l'EMA de l'entreprise. Donc, on peut le voir, on a 4 niveaux de taux différents. Pour les établissements situés en Alsace-Moselle, dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, on a des taux qui s'appliquent spécifiques. Alors, au niveau du franchissement de seuil, pour la première année du seuil de 250 salariés, donc les entreprises, elles sont exonérées de la contribution supplémentaire à l'apprentissage durant une période de 5 ans. Donc on est sur la loi Pacte. Pour les entreprises qui franchissent le seuil de 2000 salariés, donc là c'est pareil, on est sur la loi Pacte, ils vont devoir appliquer les taux des entreprises de 250 salariés à moins de 2000 salariés pour 5 années consécutives. Alors, comme je vous l'indiquais, les taux ont été notifiés. Donc, afin de faciliter la déclaration de cette contribution, on a notifié différents effectifs. Enfin, les URSSAF ont notifié différents effectifs. Donc, l'effectif moyen annuel CSA, l'effectif moyen annuel CSA CFIP, donc pour tout ce qui est contrat qui favorise l'insertion professionnelle, ainsi que les ratios d'alternants, donc les ratios d'alternants qui permettent de déterminer le taux à appliquer de cette contribution. Donc pour rappel, les ratios d'alternance, c'est l'EMA CSA CFIP divisé par l'EMA CSA. Donc ces notifications donc pour l'année 2023, elles ont été adressées le 28 février dernier. Les effectifs sont consolidés et les notifications, elles prennent en compte les données déclarées, calculées jusqu'à la DSN de janvier 2024. Donc tout a été consolidé. En revanche, toutes les régularisations qui concernent l'année 2023 et effectuées sur la DSN de février 2024 n'ont pas été prises en compte dans le calcul des effectifs. Voilà, on s'est arrêté à janvier 2024. Alors, la déclaration en DSN, donc il n'y a pas de changement par rapport à l'année dernière. À noter simplement, pour rappel, que la déclaration de la CSA est une déclaration en montant, c'est-à-dire qu'il va bien falloir renseigner le montant de la contribution et non pas l'assiette. Voilà, on a eu quelques soucis l'année dernière par rapport à la première collecte. Donc, je précise bien que c'est une déclaration en montant. Donc, au niveau de cette collecte, donc on est sur une collecte sur la DSN de mars 2024, donc toujours au titre de l'année 2023. Donc, pour la déclaration, donc elle se fait
sur un seul établissement uniquement, donc peu importe l'établissement choisi, c'est pas forcément sur le siège. Donc au niveau des données à renseigner, on est sur une cotisation établissement, donc au bloc S21 G0082, valeur 0,79, contribution supplémentaire à l'apprentissage. Donc le montant, il correspond au montant dû par l'entreprise pour l'ensemble des établissements. Et au niveau agrégé, donc DSN, on est sur le code type 998. Juste une petite information complémentaire. Pour les entreprises qui ont des établissements situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, enfin Alsace-Moselle, en fait, le calcul doit être fait à part puisqu'il y a des taux spécifiques pour ces établissements, et le cumul doit être fait sur un seul établissement au final. Donc pour la déclaration de l'exonération, donc pour les entreprises qui ont une exonération à déclarer, elle doit être effectuée en DSN obligatoirement. Donc ça se fait au niveau cotisation établissement au bloc S21 G0082. Donc ça doit être porté en code de cotisation 0,80, exonération de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, et la valeur à alimenter sera de 0. Alors ensuite, on va passer au solde de la taxe d'apprentissage. Donc pour l'assujettissement, petit rappel sur l'assujettissement à la taxe au solde de la taxe d'apprentissage. Donc le solde il sert à financer le développement des formations initiales, technologiques et professionnelles hors apprentissage, ainsi que l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipements complémentaires. Donc en fait, le solde de la taxe sert à financer les équipements pour la formation professionnelle, tandis que la part principale, elle va servir à financer l'apprentissage, c'est-à-dire tout ce qui est contrat en fait. Pour les règles d'assujettissement, donc on est sur le même principe que la déclaration de la part principale de la taxe d'apprentissage. Donc on est sur la même assiette, en sachant que la déclaration faite sur la taxe d'apprentissage, la part principale de janvier à décembre, doit normalement correspondre à ce qui est déclaré au niveau du solde de la taxe. On est sur la même assiette, donc on doit avoir la même chose. En revanche, donc, le solde de la taxe d'apprentissage, il n'est pas dû pour les établissements situés en Alsace-Moselle. Alors, le choix du taux et le calcul de l'assiette. Donc, comme je le rappelais précédemment, la taxe d'apprentissage, elle favorise l'accès égal à l'apprentissage et elle contribue au financement d'actions qui visent au développement de l'apprentissage. La part principale, elle est due pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans la catégorie des BIC et l'impôt sur le revenu. Donc la déclaration en DSN. Donc le solde de la taxe d'apprentissage, donc lui, il est à déclarer à compter de la DSN d'avril 2024, donc exigible au 5 ou au 15 mai 2024, et toujours au titre de l'année 2023. Donc le taux est toujours le même que l'année dernière, donc il est toujours fixé à 0,09%.
Donc, au niveau de la déclaration, le solde va être à déclarer en rubrique 0,76, donc solde de la taxe d'apprentissage, versé en numéraire au bloc cotisation établissement, donc S21 G00 82 002. Et contrairement à la CSA, le montant déclaré, il correspond au montant brut avant le calcul des déductions. Donc là, on est sur une assiette. Au niveau agrégé, donc c'est au bloc 23, en rubrique montant d'assiette, via le CTP 995. En sachant que le solde de la taxe d'apprentissage doit être déclaré par établissement et non pas sur un seul établissement comme pour la CSA. Au niveau de la déclaration pour l'Alsace-Moselle, le solde de la taxe n'est pas dû, donc il n'y a rien à déclarer pour ces établissements-là. Alors, on va voir les déductions du solde. Donc, on a deux types de déductions différentes. Donc, dans un premier temps, on va avoir la déduction pour subvention versée en nature au CFA sous forme d'équipement et de matériel conforme aux besoins des formations dispensées. En fait, cette déduction, donc, elle concerne les subventions qui sont versées en nature au CFA sous forme d'équipement. L'employeur, il peut déduire à hauteur du montant correspondant au solde les subventions versées au centre de formation d'apprentis sous forme d'équipement et de matériel. Les subventions prises en compte pour l'année, au titre de laquelle le solde est dû, ce sont celles versées au centre de formation d'apprentis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année qui précède la déclaration. À cette issue, les centres de formation d'apprentis, ils vont établir un reçu qui va être destiné à l'entreprise et daté du jour de livraison des matériels et équipements et qui indique l'intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l'entreprise selon les modalités fixées par arrêté. Donc la deuxième déduction, c'est la déduction pour créances alternant. Donc cette déduction, elle ne va concerner que les entreprises de 250 salariés et plus. Donc en fait, les entreprises de 250 salariés et plus qui dépassent au titre d'une année donc le seuil d'effectif de 5% de salariés apprentis et CIFRE, ainsi que contrat de professionnalisation qui dépasse les 5%, bénéficient d'une créance dite alternant. Donc, c'est un petit peu, au niveau de l'intitulé, c'est un peu complexe, mais cette créance, elle est égale au pourcentage de l'effectif qui dépasse le dit seuil, retenu dans la limite de 2 points. Donc, en fait, au maximum 7%. Ensuite, elle est multipliée par l'effectif moyen annuel de l'entreprise au 31 décembre, puis multipliée par un montant forfaitaire. Donc, ce montant forfaitaire, il est défini par arrêté et il est compris entre 2,50 € et 5 €. Donc, pour cette année, le montant forfaitaire est toujours fixé à 4 €. Il n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Donc, en fait, le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report ni à restitution. Donc, en fait, c'est perdu. Pour les établissements qui sont situés en Alsace-Moselle, étant donné qu'ils ne sont pas redevables du solde, ils ne peuvent pas bénéficier de la créance alternant. Ils ne peuvent pas s'appliquer une exonération puisqu'ils n'en doivent pas. Donc la créance alternant, elle est imputable au solde de la taxe d'apprentissage. Donc, comme je le disais précédemment,
Le surplus ne peut donner lieu ni à report ni à restitution. Donc, on vous remet la petite formule de calcul. Donc, la créance alternant, c'est égal au différentiel de pourcentage de l'effectif en alternance multiplié par l'effectif moyen annuel de l'entreprise au 31 décembre de l'année précédente, multiplié par 4 €, donc le montant forfaitaire. Donc là, on vous a mis un petit exemple d'application des déductions au solde de la taxe pour une entreprise X. Alors, ce qui s'est passé en année N. Donc, l'entreprise X, elle a déclaré pour l'année N un montant d'assiette de 25 millions d'euros pour la part principale de sa taxe d'apprentissage. Donc, c'est la somme des mois de l'année N, de janvier à décembre de l'année. Que va-t-il se passer en mai de l'année N+1? Donc, pour la collecte du solde. Donc, l'usager est redevable en mai de l'année N+1 du solde de la taxe d'apprentissage de l'année N. Donc, le montant du solde est calculé de la façon suivante. Donc, 25 millions multiplié par le taux de 0,09%, ce qui nous donne un solde de 22 500 €. Que va-t-il se passer pour l'application des déductions? Eh bien, l'entreprise X, elle a déclaré des subventions en nature à un des CFA pour un montant total de 15 000 €. Elle bénéficie en plus d'une créance alternant d'un montant total de 4 000 €. Donc, elle va pouvoir déduire du montant de son solde pour l'année ces deux déductions. Donc, pour l'entreprise X, le montant du solde de la taxe d'apprentissage sera de 22 500 €, donc le solde calculé, moins les 15 000 € de déduction CFA, plus les 4 000 € de créance alternant. Donc, elle devra un montant de solde de 3 500 €. Donc, pour la déclaration en DSN de ces déductions. Pour la déclaration de la déduction des subventions versées au CFA, donc on est sur une déclaration toujours sur la DSN d'avril 2024, exigible au 5 ou 15 mai 2024, pour l'année 2023. Au niveau établissement, donc on est sur le bloc 82, en valeur 0,77, réduction du versement libératoire de la taxe d'apprentissage liée à des subventions au CFA. Au niveau agrégé, donc c'est toujours le code type 996 et le montant de la déduction est à déclarer en euros, comme pour toutes les déductions. Pour la déduction de la créance alternant, donc pareil, c'est à déclarer en avril 2024 sur la DSN d'avril, pardon. En rubrique établissement au bloc 82, valeur 0,78. Réduction du versement libératoire de la taxe d'apprentissage liée à des créances alternants. Au niveau agrégé, donc c'est le code type 997. Et donc c'est également à déclarer en montant de déduction. Donc pour vous accompagner, vous avez les liens qui sont mis à jour régulièrement. Donc vous avez le guide du déclarant, le guide URSSAF, donc comment déclarer et régulariser les cotisations en DSN, les fiches consignes DSN sur DSN Info et Net Entreprise, ainsi que le portail ursaf.fr CFPTA. Nous allons désormais passer à un temps de questions-réponses. Merci Mélodie. Donc effectivement, nous avons donc une première question. Donc la rémunération des mandataires sociaux assimilés salariés est-elle incluse dans la base des cotisations? Alors pour les mandataires sociaux, effectivement c'est une question du jour.
Elle a été remontée au niveau national. Donc pour l'instant, on est en attente de délibération pour savoir si effectivement les rémunérations sont à inclure ou pas, parce qu'on n'a pas encore eu la réponse et la certitude. Donc on reviendra vers vous dès qu'on aura la réponse du national. Alors une autre question. Donc si nous avons réglé à tort la taxe d'apprentissage, car exonérée, comment faire pour récupérer la somme? Alors, si vous avez versé à tort le solde, eh bien, en fait, il faut procéder comme dans le cas d'une régularisation classique, c'est-à-dire effectuer un bloc de régularisation négatif au niveau de la DSN directement sur la période de référence où vous avez déclaré le solde. Il faut l'annuler. Alors, on a également aussi une question qui est revenue assez souvent concernant l'exonération pendant 5 ans. Dans le cadre de la loi Pacte, donc si on pouvait apporter un petit peu plus d'explications au niveau du franchissement de seuil. Vous pouvez préciser la question? Alors, concernant la créance alternante qui est non due, si je suis exonérée pendant 5 ans. Oui. Comment s'applique-t-elle? Pour la créance alternante, donc en fait, effectivement, on est sur l'application de la loi Pacte avec une neutralisation du seuil sur une durée de 5 ans, c'est-à-dire les entreprises qui ont franchi pour la première fois le seuil de 250 salariés à compter du 1er janvier 2020 sont exonérées en fait de la contribution supplémentaire à l'apprentissage sur une durée de 5 ans s'il n'y a pas de changement d'effectif sur cette durée. Alors, une autre question, comment déclarer des déductions quand il y a plusieurs établissements? Alors, donc les déductions, alors c'est par rapport au solde ou… Au niveau du solde, oui. Au niveau du solde, alors le solde de la taxe d'apprentissage, contrairement à la CSA, il est déclaré par tous les établissements de l'entreprise. Donc si vous avez 4 établissements, vous devrez déclarer 4 fois le solde pour chacun de vos établissements. Et pour vos déductions, eh bien, en fait, c'est la même chose. Cependant, le montant de la déduction du solde ne doit pas être supérieur au montant du solde de la taxe que vous déclarez sur l'année, en fait. Vous ne pouvez pas déclarer plus de déduction que de montant de solde. Alors, une autre question, comment l'assiette du solde de la taxe d'apprentissage est calculée? Comment l'assiette du solde de la taxe d'apprentissage est calculée? Eh bien, elle est calculée de la même façon que la part principale de la taxe d'apprentissage. C'est-à-dire que normalement, ce que vous avez déclaré donc, sur le code type 992 qui correspond à la part principale, ça doit être la même assiette qui est déclarée au niveau du solde pour l'année. Merci Mélodie. Donc, une nouvelle question. Si l'entreprise a fermé en cours d'année, comment faire pour déclarer le solde? Alors, pour déclarer le solde, donc si l'entreprise ferme en cours d'année, eh bien, on va prendre un exemple pour que ce soit plus parlant. Si l'entreprise a fermé, par exemple, au 30 novembre 2023, donc le solde de la taxe devrait être déclaré dans les 60 jours qui suivent la cessation d'activité, en période de rattachement, la dernière période d'emploi, donc novembre 2023. Alors, une autre question. Bonjour, donc comment et quand déclarer le solde de la taxe d'apprentissage pour un établissement qui n'a plus de salariés en cours d'année? Donc, par exemple, dans le cas d'une mutation de tous les salariés sur un autre site. Alors, dans le cas d'une mutation sur un autre site,
Donc c'est dans le cadre d'un transfert ou vraiment ou d'une fusion? Là, on est vraiment dans le cadre d'un transfert. D'accord. Donc si c'est dans le cadre d'un transfert, ça signifie qu'il y a un établissement qui est repreneur. Donc le solde devra être déclaré sur l'établissement sur lequel les salariés sont transférés, donc toujours à la même période, c'est-à-dire sur la décenne d'avril. Alors, une autre question concernant le ratio. Donc, le ratio qui a été notifié, nous le prenons. Nous ne pouvons pas le modifier si nous ne trouvons pas le même. Oui. Donc, effectivement, les effectifs ont été adressés. Cependant, ça peut arriver que il y ait des contrats qui soient pas corrects au niveau des effectifs. Donc, dans ce cas-là, il faut faire une contestation auprès de nos services pour qu'on puisse effectivement étudier les effectifs et vous notifier un nouveau ratio le cas échéant. Donc, on va prendre encore une ou deux questions. Donc, une question qui concerne la plateforme Soltea. Oui. Donc, est-ce qu'il faudra toujours utiliser la plateforme Soltea pour désigner les écoles bénéficiaires? Donc, effectivement, c'est l'URSSAF, les URSSAF collectent les contributions. Cependant, c'est toujours la plateforme Soltea qui gère le reversement aux écoles. Alors, pour le moment, on n'a aucune information sur le reversement des sommes au titre de l'année 2023, puisqu'en fait, on est toujours en cours pour le reversement de l'année 2022. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'information à ce sujet. Mais effectivement, c'est toujours sur Soltea. Alors, on va prendre encore une ou deux questions. Donc, concernant la contribution CSA, alors, est-ce qu'elle se déclare une seule fois? Et par contre, le solde, est-ce bien par établissement? Alors, donc, la contribution supplémentaire à l'apprentissage, donc, elle doit être déclarée sur un seul établissement. C'est-à-dire que si vous avez 3 établissements, eh bien, vous devez calculer pour chaque établissement le montant de la contribution et ensuite le déclarer donc en montant, j'insiste bien, sur un seul établissement. Donc, pas forcément le siège, mais ça peut être l'établissement principal. Contrairement au solde, qui lui doit être déclaré vraiment par établissement. Donc, autant d'établissements que de déclarations de solde. On va prendre une dernière question. Donc, concernant toujours la plateforme Soltea. Oui. Est-ce qu'un cabinet RH peut déclarer pour ses clients sur Soltea? L'année dernière, ça devait être possible, sauf qu'au final, c'était impossible. Alors, c'était impossible par rapport à quoi? Il faudrait préciser votre question et éventuellement nous l'adresser directement via votre espace. Merci Mélodie. Alors, je regarde si on a de nouvelles questions. Merci Mélodie. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver le lien de connexion ainsi qu'une enquête de satisfaction qui vous sera adressée sous une dizaine de jours et nous mettrons également la foire aux questions à disposition. Bonne journée à tous.